Ma fiancée s'est servie de moi pour l'argent et le statut, puis m'a largué pour un riche banquier, alors je me suis évanoui dans la nature. C'est à ce moment-là que son image parfaite s'est effondrée aux yeux de tous. Moi, un homme de 31 ans, je travaille comme ingénieur en mécanique dans une entreprise aérospatiale à Seattle. Je suis un type assez ordinaire, légèrement en surpoids, j'y travaille, avec une calvitie naissante que j'apprends à accepter, et je suis nettement plus à l'aise pour parler de résistance à la traction que de tendance de la mode. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne dans le Michigan, j'ai financé mes études moi-même avec des bourses et des emplois à temps partiel, et j'ai décroché un poste décent dès la sortie de l'université. Puis j'ai rencontré Jessica. Elle avait 28 ans, était directrice marketing dans une firme prestigieuse, et physiquement, elle était carrément hors de ma portée. Nous nous sommes rencontrés à la fête d'anniversaire de mon ami Kyle il y a 3 ans. Elle était l'invitée du collègue de celui-ci, et je n'ai toujours aucune idée de pourquoi elle m'a donné son numéro ce soir-là. Les femmes comme elle, qui semblent tout droit sorties d'une couverture de magazine, ne s'intéressent généralement pas aux types comme moi. Mais le courant est passé entre nous, ou du moins c'est ce que je croyais. La première année a été incroyable. Elle était drôle, aventureuse, et semblait sincèrement intéressée par mon travail. Même si l'ingénierie aérospatiale n'est pas exactement un sujet de conversation passionnant au dîner, elle posait des questions sur mes projets, m'envoyait des textos de soutien pendant les grandes présentations, et portait même parfois au lit ce t-shirt ringard de la NASA que je lui avais acheté. Avec le recul, il y avait des signes avant-coureurs dès le début, mais l'amour rend aveugle, n'est-ce pas? Elle faisait ces petites remarques sur mon haut potentiel, comment je pourrais certainement devenir ingénieur principal si seulement je travaillais plus, ou comment je devrais mieux m'habiller pour les réunions avec les clients afin d'être remarqué par la direction. À l'époque, je pensais qu'elle me soutenait. Maintenant, je réalise qu'elle essayait de me modeler en quelque chose que je n'étais pas. Environ 1 an plus tard, les choses ont commencé à changer. Ses suggestions sont devenues des critiques. Mon appartement était soudainement trop petit pour un professionnel établi. Ma Honda, parfaitement fonctionnelle, était embarrassante à côté de sa BMW. Mes amis me freinaient parce qu'ils n'étaient pas assez ambitieux. Mon frère, Alex, qui travaille dans la construction et qui est mon meilleur ami depuis l'enfance, a été progressivement exclu de nos événements sociaux parce qu'il était trop col bleu pour son cercle. Mais j'étais amoureux, alors j'ai commencé à changer. J'ai acheté de plus beaux vêtements, je suis allé à ses soirées de travail prétentieuses et j'ai ri aux blagues pas drôles de son patron. Je voyais moins mon frère. J'ai même refusé une opportunité de promotion à Chicago parce qu'elle insistait pour que nous restions à Seattle, près de sa famille et de ses relations sociales. Quand je l'ai demandé en mariage après 2 ans, elle a pleuré et a dit oui. Puis elle a immédiatement commencé à planifier un mariage qui coûterait plus que mon salaire annuel. C'est un investissement dans notre capital social, disait-elle chaque fois que j'abordais le budget. Ces relations nous seront bénéfiques à tous les deux. Alors, j'ai ouvert un compte d'épargne spécial et j'ai commencé à y mettre des pans entiers de mes primes et de mes heures supplémentaires. Finalement, j'avais 22 500 $ mis de côté juste pour les acomptes du mariage. Jessica n'a jamais contribué d'un centime, prétendant qu'elle épargnait pour notre avenir d'autres manières. Je ne l'ai pas remise en question parce que, eh bien, j'étais un idiot. 6 mois avant le mariage, elle a commencé à insister lourdement pour que nous achetions une maison. Pas n'importe quelle maison, mais une maison de ville de 785 000 $ dans le quartier le plus cher de Bellevue, où vivaient tous ses amis cadres. Mike, nous devons avoir un logement dans ce quartier si nous voulons être pris au sérieux, insistait-elle, ignorant complètement que les mensualités du prêt hypothécaire allaient étirer mes finances jusqu'au point de rupture. Mais encore une fois, j'ai accepté. L'amour vous rend stupide. Nous avons signé les documents préliminaires de prêt hypothécaire avec moi comme emprunteur principal car ma cote de crédit était meilleure. Elle planifiait déjà des rénovations et avait créé plusieurs tableaux Pinterest pour chaque pièce. Elle avait même dit à ses parents qu'ils auraient une suite d'invités dédiée avec une salle de bain privée pour leur visite depuis Portland. Tout était en place. Le mariage était dans 4 mois. La clôture de la vente de la maison était prévue pour 1 mois après cela. J'étais stressé par l'argent mais je me disais que nous nous en sortirions d'une manière ou d'une autre. Je me souviens m'être assis un soir avec une feuille de calcul, essayant de comprendre comment je pourrais bien me permettre les mensualités du prêt, les dépenses du mariage, et avoir encore assez pour les besoins de base. Le compte n'y était tout simplement pas. Nos revenus combinés auraient dû être suffisants, mais Jessica tenait absolument à garder nos finances séparées jusqu'après le mariage. C'est plus simple comme ça, disait-elle.
Mais d'une manière ou d'une autre, toutes les dépenses importantes se retrouvaient de mon côté du grand livre. Ce soir-là, j'ai essayé d'avoir une conversation sérieuse sur les finances. Je lui ai montré ma feuille de calcul, expliqué mes inquiétudes et suggéré que nous devrions peut-être envisager un quartier plus abordable. Elle m'a regardé comme si j'avais suggéré que nous vivions dans une boîte en carton. « Mike, veux-tu que nous réussissions ou non ? Ce quartier ne concerne pas seulement une maison. Il s'agit de relations, d'opportunités, d'être entouré de gens qui élèveront nos carrières. Mais nous ne pouvons pas nous le permettre, ai-je insisté. Pas à moins que tu ne prévoies de contribuer de manière significative à l'hypothèque. Elle a soupiré de façon dramatique. Je te l'ai dit, je m'occupe des fournisseurs du mariage et de la planification de la lune de miel. De plus, après notre mariage, je serai en lice pour une promotion majeure qui doublera mon salaire. Nous avons juste besoin de présenter la bonne image d'ici là. Cette promotion était une nouvelle pour moi, mais elle m'a donné de l'espoir. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que cette tension financière à court terme serait payante à long terme. Alors, j'ai ignoré le nœud dans mon estomac et j'ai accepté d'aller de l'avant avec les plans de la maison. Nous avons passé les week-ends suivants à visiter des maisons, à rencontrer des architectes d'intérieur, parce qu'apparemment nos meubles n'étaient pas assez bien pour le nouveau logement, et à aller à des dîners avec ses amis du quartier. Je me sentais de plus en plus déplacé, mais Jessica semblait s'épanouir dans tout cela. Elle me présentait comme mon fiancé, l'ingénieur en aérospatial, comme si j'étais une sorte de symbole de statut plutôt qu'une personne. Puis est arrivé le texto qui a tout changé. Je me souviens du moment exact où toute ma vie a été bouleversée. Je faisais la queue chez QFC avec un panier rempli de trucs aléatoires, des mini-pizzas, des sacs poubelles parfumés sophistiqués et des boissons énergisantes pour m'aider à tenir une grosse échéance de projet. Mon téléphone a vibré et j'ai vu le nom de Jessica apparaître. Je n'y ai d'abord pas prêté attention, pensant qu'il s'agissait de plans pour le dîner ou d'autres drames liés au lieu du mariage qui avaient consumé nos conversations ces derniers temps. Au lieu de cela, j'ai reçu 8 mots qui m'ont fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Le mariage est annulé. Attends-toi à un appel de mon avocat. C'était tout. Aucune explication, aucune émotion, pas même une ponctuation correcte, à l'exception de ce point froid à la fin, comme si j'étais juste une affaire commerciale qu'elle avait décidé de ne plus poursuivre. Je suis resté là, figé comme un idiot. La caissière a dû me dire 2 fois que c'était mon tour. Je me souviens avoir payé mes affaires machinalement, être rentré chez moi en silence complet, puis être resté assis sur le parking de mon immeuble pendant environ 15 minutes avant de pouvoir me décider à rentrer. Le plus étrange ? Je ne pleurais pas ni ne criais. J'étais juste silencieux. La seule chose que j'ai répondu par texto a été, comme vous voudrez, une référence à Princesse Bride qu'elle n'a probablement même pas comprise. Je savais ce que ce texto signifiait vraiment, cependant. Ce n'était pas seulement l'annulation de notre mariage. C'était sa façon de dire, ne me contacte pas. Mon avocat s'occupera de tout. J'étais jeté comme les ordures de la veille. Et elle pensait avoir toutes les cartes en main. Mais elle avait oublié quelque chose d'assez important. Alors que j'étais assis sur mon canapé, fixant son message texte, quelque chose a fait-il dans mon cerveau. L'hypothèque, le fonds pour le mariage, les comptes joints que nous venions de commencer à mettre en place, tout était encore en cours, rien n'était finalisé. Alors, j'ai pris une décision. Avant même d'enlever mon manteau, j'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté au portail hypothécaire de la Chase Bank et j'ai retiré ma demande. Cela a pris exactement 3 clics, et ainsi, ces rêves de la parfaite maison de ville à Bellevue se sont effondrés. Les gens pensent probablement que c'était mesquin. Peut-être que ça l'était. Mais après 3 ans à m'effacer lentement pour devenir ce qu'elle voulait, après tous les sacrifices que j'avais faits, il ne s'agissait pas seulement d'être mesquin. Il s'agissait de garder un peu de ma dignité intacte. Pourtant, je n'étais pas préparé à ce qui allait suivre. Les heures suivantes furent surréalistes. Je m'attendais à ce que mon téléphone explose d'appels et de textos de Jessica exigeant une explication, mais il n'y a rien eu. Le silence était en quelque sorte pire que n'importe quelle confrontation colérique l'aurait été. Cela confirmait ce que je commençais à soupçonner, j'avais servi mon but, et maintenant j'étais jetable. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Mon esprit n'arrêtait pas de tourner, rejouant chaque moment de notre relation, cherchant des indices que j'aurais pu manquer. Était-ce quelque chose que j'avais dit, quelque chose que j'avais fait ? Avait-elle planifié cela depuis le début ? Les questions s'accumulaient sans aucune réponse en vue. Le lendemain matin,
Je me suis forcé à aller travailler bien que je me sente comme un zombie. Mon chef d'équipe m'a regardé et m'a demandé si j'étais malade. J'ai hésité, puis j'ai juste dit, Jessica a rompu. Elle a annulé le mariage. La sympathie dans ses yeux a failli me briser. Prends la semaine de congé, dit-il doucement. Ce projet sera toujours là à ton retour. J'ai hoché la tête avec reconnaissance et je suis rentré chez moi, en m'arrêtant dans une épicerie pour acheter de la nourriture réconfortante. C'est là que je l'ai vu, un magazine de mariage avec en couverture une mannequin portant exactement la robe que Jessica avait choisie. Je suis resté là dans la file d'attente, à le fixer, ressentant cette étrange déconnexion. Hier encore, j'allais épouser cette femme. Aujourd'hui, elle était une étrangère qui avait décimé ma vie par message texte. De retour à mon appartement, j'ai commencé à rassembler les affaires de Jessica, les vêtements qu'elle gardait chez moi, ses articles de toilette, quelques livres. Ce n'était pas grand-chose, considérant que nous étions ensemble depuis 3 ans. Cela m'a frappé alors, à quel point elle s'était peu investie personnellement dans notre relation. Même sa présence chez moi était minimale, elle insistait toujours pour que nous passions du temps chez elle parce que c'était le plus agréable. Un autre signe avant-coureur que j'avais manqué. J'ai tout emballé soigneusement dans des boîtes, étiqueté l'affaire de Jessica, et je les ai déposées près de la porte. Puis j'ai fait quelque chose que je remettais à plus tard depuis des mois. J'ai appelé mon frère, Alex. Notre conversation a été brève mais curative. Il n'a pas dit « je te l'avais bien dit », même s'il ne lui avait jamais fait entièrement confiance. Il a juste dit « j'arrive, et j'apporte de la pizza ». Ce soir-là, en rattrapant le temps perdu avec mon frère, j'ai ressenti un étrange mélange de dévastation et de soulagement. La dévastation était évidente, mon avenir venait d'imploser. Mais le soulagement a mis plus de temps à être compris. C'était comme si j'avais retenu ma respiration pendant 3 ans, me contorsionnant pour correspondre à la vision de Jessica, et maintenant je pouvais enfin expirer. Moins de 24 à 48 heures après avoir reçu ce texto, je suis assis sur mon canapé, en train de manger ces mêmes mini-pizzas que j'ai achetées au magasin, quand mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Je le laisse aller à la messagerie vocale parce que je ne veux pas gérer ce stress en ce moment. 1 minute plus tard, ce message apparaît. Bonjour, ici Rebecca Goldstein, avocate de Jessica Chambers. Nous vous demandons de nous rappeler de toute urgence concernant le retrait de votre demande de prêt hypothécaire, car cette action pourrait constituer une rupture de contrat ou une ingérence financière. Veuillez nous contacter immédiatement. J'ai failli rire à la partie « Demandons de toute urgence ». Soudain, son avocate n'était plus si froide et clinique. Drôle comme ça marche quand on touche les gens au portefeuille. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai juste attendu. Et bien sûr, d'autres appels ont suivi. Des courriels aussi. Tous avec une désespérance croissante. Ils ne s'attendaient pas à ce que je riposte. Jessica, à sa manière typique, a dû supposer que je serais complètement anéanti, peut-être même que je la supplierais de reconsidérer sa décision. Mais je ne l'étais pas. J'en avais juste fini. Le lendemain, j'ai reçu un appel de notre ami commun, Kyle. Il avait l'air super mal à l'aise. « Et mec, tu t'es vraiment retiré de l'affaire de la maison ?» ?»« Ouais, ai-je dit. » »« D'accord, parce que Jessica panique. » Apparemment, elle avait déjà commandé pour 18 000 $ de meubles sur mesure et dit à tous ses amis au travail qu'ils devraient commencer à chercher des logements dans le même quartier. J'ai failli dire, pas mon problème, mais je me suis retenu. Je ne voulais pas passer pour quelqu'un de cruel, même si, honnêtement, j'aurais pu l'être. Kyle a hésité avant d'ajouter, elle a dit que tu es vindicatif, que tu fais ça pour la punir. Elle a même eu le culot de dire à tout le monde au bureau hier que tu l'as maltraitée financièrement en te retirant de l'hypothèque. Cela m'a fait rire aux éclats. La maltraiter financièrement? La femme qui n'a jamais contribué d'un centime à notre future maison ou à notre mariage? La femme qui venait d'essayer de me larguer par texto après 3 ans ensemble? Kyle, ai-je dit, elle peut dire ce qu'elle veut. Je n'achète pas une maison avec quelqu'un qui rompt avec moi par message texte. Il y a eu une longue pause avant que Kyle ne dise quelque chose qui m'a vraiment touché. Ouais, c'est juste. Mais juste pour que tu saches, elle raconte des histoires différentes aux gens sur les raisons de votre rupture. À certains, elle dit que c'était mutuel. À d'autres, elle laisse entendre qu'il y avait des problèmes dont elle ne pouvait pas parler. C'est bizarre, mec. Après avoir raccroché, je suis resté assis à penser à ces problèmes qu'elle laissait entendre.
Que essayait-elle d'insinuer? Que j'étais violent? Infidèle? Le fait qu'elle raconte des histoires différentes à différentes personnes me montrait qu'elle était en mode gestion de crise. Mais pourquoi gérer une crise si c'était sa décision? Quelque chose ne collait pas. Les jours qui ont suivi ont été un étrange mélange d'engourdissement émotionnel et de moments de clarté surprenante. Je me suis surpris à me souvenir de conversations avec Jessica qui avaient semblé anodines à l'époque mais qui prenaient maintenant une lueur sinistre, comme la fois où elle a mentionné nonchalamment que son ex avait été financièrement généreux avec elle et comment elle avait attendu plus de lui. Ou comment elle réagissait avec une déception à peine dissimulée chaque fois que je mentionnais d'épargner pour la retraite au lieu de dépenser pour des articles de luxe. J'ai commencé à parcourir de vieilles photos sur mon téléphone, des photos de nous ensemble à divers événements. C'était comme regarder des étrangers. Sur presque chaque cliché, Jessica était parfaitement posée, consciente de l'appareil photo, tandis que j'avais l'air légèrement mal à l'aise, comme si j'essayais trop de m'intégrer dans son monde. Quand étais-je devenu si déconnecté de moi-même? La réalité financière m'a aussi frappé de plein fouet. J'ai vérifié mes comptes bancaires, additionnant tout ce que j'avais dépensé pour notre relation au cours des 3 dernières années. Le total était stupéfiant, près de 65 000 $ pour des voyages qu'elle avait insisté pour que nous fassions, des restaurants où l'addition atterrissait toujours mystérieusement devant moi, des cadeaux pour ses étapes professionnelles et, bien sûr, le fonds pour le mariage. Pendant ce temps, ses contributions avaient été minimes, cuisiner occasionnellement le dîner ou m'acheter des cadeaux d'anniversaire qui étaient gentils mais loin d'être équivalents à ce que j'avais dépensé. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent, cependant. Il s'agissait du déséquilibre prendre avec très peu de données. J'avais été si aveuglé par ce que je pensais être de l'amour que je n'avais pas remarqué à quel point notre relation était devenue unilatérale. Une semaine après le texto de rupture, je me suis enfin forcé à annuler les fournisseurs du mariage. Chaque appel était douloureux à sa manière, expliquant que le mariage était annulé sans entrer dans les détails. La plupart étaient compréhensifs, bien que j'ai perdu quelques acomptes. Un fournisseur, une petite boulangerie familiale qui devait faire notre gâteau, m'a particulièrement touché. La propriétaire, une femme plus âgée qui avait semblé sincèrement excitée par notre design, avait l'air si déçue. « Vous aviez l'air si amoureux quand vous êtes venu pour la dégustation, dit-elle doucement. Je pensais que nous l'étions, fut tout ce que je pus répondre. Après avoir annulé le dernier fournisseur, je me suis versé une tasse de café et me suis assis sur mon balcon, regardant la pluie de Seattle. Pour la première fois depuis le texto, j'ai senti des larmes monter. Pas pour Jessica, mais pour l'avenir que je pensais avoir. La vie que j'avais planifiée et perdue. La personne que je m'étais contorsionné pour devenir. Mais sous le chagrin, autre chose s'agitait, une détermination tranquille. Une prise de conscience que j'avais eu la chance de me retrouver avant de faire ce qui aurait été la plus grosse erreur de ma vie. Aussi douloureux que cela ait été, c'était peut-être aussi un cadeau. C'est à ce moment-là que mon téléphone s'est allumé avec une autre notification, un courriel du courtier hypothécaire confirmant le retrait de ma demande. L'objet disait « Demande résiliée. Option future disponible ». Cela semblait étrangement prophétique. Ce que Jessica ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que j'avais commencé à remarquer des choses bizarres dans les semaines précédant son texto. Il y avait des signes, avec le recul. Des courriels de travail tard le soir pour lesquels elle cachait son écran. Des dîners avec des clients inexpliqués qui semblaient se terminer suspiciously tard. La façon dont elle verrouillait immédiatement son téléphone quand j'entrais dans la pièce. J'avais tout remarqué, je ne voulais simplement pas croire ce que cela pouvait signifier. Mais maintenant, avec tout qui s'effondrait, j'avais l'impression de voir enfin clairement. Alors, au lieu de répondre à son avocate ou d'essayer de sauver quoi que ce soit, je suis resté silencieux. Je les ai laissés paniquer. Je les ai laissés se demander quel serait mon prochain mouvement. Et dans ce silence, la vérité a commencé à remonter à la surface. 3 jours après le texto, on a frappé à la porte de mon appartement vers 20 h. Je n'attendais personne. C'était son père, Monsieur Chambers. La dernière fois que je l'avais vu, c'était lors d'un dîner un mois plus tôt, où il avait prononcé un discours émouvant sur sa fierté de m'accueillir dans leur famille. Maintenant, il avait juste l'air fatigué et embarrassé. Il n'a même pas dit bonjour avant de lâcher « Qu'est-ce qui se passe avec la maison ?» J'ai croisé les bras et j'ai dit « Je n'achète pas une maison avec quelqu'un qui me dit que c'est fini par texto et qui envoie son avocate pour me parler. Êtes-vous ici en tant que son représentant ?» Ses yeux ont baissé. « Non,
Je suis ici parce qu'elle ne nous dit rien de clair. Une minute, elle dit que le mariage est annulé. La minute suivante, elle crie à propos de factures de meubles et de vérification de crédit et comment elle va être humiliée devant tous ses collègues chez Apex Marketing. Pendant une seconde, j'ai envisagé de tout lui dire, tous mes soupçons, tous les signes avant-coureurs que j'avais ignorés. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste dit, elle a mis fin à la relation. J'ai respecté cela. Elle peut assumer les conséquences de ses actes pour une fois dans sa vie. Il a hoché la tête lentement, puis a marmonné quelque chose comme « Je lui avais dit de ne pas faire ça », et il est parti. Je l'ai regardé s'éloigner, et un calme étrange s'est installé en moi. Mais la vraie bombe était sur le point de tomber. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de mon frère, Alex. Nous avions toujours été proches en grandissant, mais Jessica avait réussi à semer la zizanie entre nous au cours de l'année écoulée avec ses commentaires sur le fait qu'il était trop col bleu et ne s'intégrait pas à notre nouveau cercle social. Je ne lui avais pas parlé depuis près d'un mois. « Salut, frangin », dit-il, l'air hésitant. Kyle m'a raconté ce qui s'est passé avec Jessica. « Écoute, il y a quelque chose que je dois te dire et que j'aurais probablement dû dire il y a des mois. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade. « Qu'est-ce que c'est ?» Il y eut une longue pause. « Tu te souviens de ce chantier de rénovation que je faisais dans ce complexe d'appartements de luxe en centre-ville, le Cascade Heights ? Eh bien, j'ai vu Jessica là-bas avec un type. Ils entraient ensemble dans son appartement, l'air très intime. Je ne savais pas quoi penser. C'était peut-être pour le travail, mais la façon dont ils se touchaient ? J'ai pris une photo au cas où, mais je n'étais pas sûr de devoir te le dire. Je ne voulais pas tout gâcher si je me trompais. Il m'a envoyé la photo par texto alors que nous étions encore au téléphone. C'était bien Jessica, portant une robe que je n'avais jamais vue, avec un grand type aux cheveux parfaits et un costume cher. Sa main était posée sur le bas de son dos d'une manière qui n'était pas simplement amicale. L'horodatage indiquait que c'était il y a 2 mois. Le type s'appelle Ryan, a dit Alex. Je me suis renseigné auprès de certains gars de la maintenance de l'immeuble. C'est un banquier d'investissement en vue. Il conduit une Aston Martin. Le genre de connard qui se vante de sa collection de montres. Ryan. Le nom a immédiatement fait tilt. Elle l'avait mentionné quelques fois, toujours comme juste un client de sa firme de marketing. Elle disait qu'il était difficile mais important. Je suppose qu'il était important, en effet. Après avoir raccroché, je suis passé en mode enquête complète. J'ai cherché son Instagram. La plupart de ses publications étaient soudainement privées, premier signe avant-coureur, mais je pouvais encore voir les photos où elle était identifiée. Il y en avait une d'un gala de charité 3 semaines plus tôt, le même week-end où elle prétendait être à une retraite entre filles dans un spa. Elle n'était pas sur la photo, mais ce type, Ryan, y était, et on pouvait juste voir son bras et une partie de sa robe dans le coin, la même robe que sur la photo d'Alex. J'ai continué à creuser. J'ai vérifié notre compte de photos partagé sur le cloud que nous avions créé pour la planification du mariage. Dans le dossier récemment supprimé, j'ai trouvé plusieurs selfies d'elle que je n'avais jamais vues auparavant, clairement pris dans un appartement qui n'était pas le mien. Un endroit chic avec des baies vitrées et une vue sur le Space Needle. Exactement le genre d'endroit qu'un banquier en vue aurait. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Les plaintes soudaines concernant mon salaire. Les comparaisons constantes avec les maris de ses amis qui allaient vraiment loin. La pression croissante pour déménager dans un quartier cher que nous ne pouvions pas nous permettre. Les commentaires sur la façon dont je devrais mieux m'habiller et réseauter davantage. Elle ne faisait pas que me tromper, elle se mettait à niveau. Et j'étais le tremplin qui n'était plus nécessaire. J'ai pris une journée pour digérer tout ça, pour laisser la colère et la douleur suivre leur cours. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis près d'1 an. J'ai appelé mon vieil ami d'université, Trevor, qui m'avait offert un poste dans sa firme d'ingénierie à Denver. Un poste que j'avais refusé parce que Jessica insistait pour que nous nous enracinions à Seattle. « Salut, l'étranger », dit-il en décrochant. « À quoi dois-je le plaisir ? Comment se présente cette offre d'emploi ? Ai-je demandé. Il y eut une pause. Puis il a ri. « Tu as enfin largué la princesse ? Le poste est toujours disponible, mec. 125 000 $ plus les frais de déménagement. Quand peux-tu commencer ? Pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. Le mois prochain, ça te va ? La conversation avec Trevor fut comme un radeau de sauvetage dans une mer déchaînée.
Il n'a pas insisté pour avoir les détails de la rupture, se lançant plutôt dans des descriptions enthousiastes des projets sur lesquels je travaillerai, de l'équipe que je rejoindrai, et des incroyables sentiers de randonnée à seulement 1 heure de Denver. C'était exactement ce dont j'avais besoin, un aperçu d'un avenir qui n'avait rien à voir avec Jessica ou la vie que j'avais essayé de construire avec elle. Après avoir raccroché, je me suis senti plein d'énergie pour la première fois depuis des jours. J'ai sorti un bloc-notes et j'ai commencé à faire des listes, les choses que je devais faire pour quitter Seattle, les objets à emballer ou à vendre, les gens à contacter. Ça faisait du bien d'aller de l'avant, d'avoir un plan concret qui était entièrement le mien. Ce soir-là, je me suis permis de vraiment réfléchir aux implications de ce que j'avais découvert. Jessica n'avait pas seulement trompé. Elle avait méthodiquement construit un plan de secours, une meilleure option à ses yeux, tout en me poussant à investir dans un engagement financier qui m'aurait paralysé si elle avait obtenu ce qu'elle voulait. La nature calculée de la chose était ce qui faisait le plus mal. Je me suis demandé depuis combien de temps elle voyait ce Ryan, si elle était avec lui avant d'accepter ma demande en mariage. Est-ce que tout notre engagement avait été une farce, un arrangement pratique jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente? Les questions me retournaient l'estomac. Le sommeil m'a échappé cette nuit-là. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à parcourir notre historique de textos, à la recherche d'indices. Ils étaient là, disséminés dans des messages d'apparence innocente, des mentions de réunions tardives qui coïncidaient avec les dates de ses publications Instagram à des événements où je n'étais pas invité, des annulations de nos plans à la dernière minute pour des urgences de travail, et des plaintes de plus en plus fréquentes sur mes choix de vie, mes décisions financières, même mes passe-temps. Au matin, j'étais épuisé mais lucide. J'ai rédigé un courriel officiel à mon propriétaire pour donner mon préavis sur mon appartement. J'ai demandé un permis de conduire du Colorado en ligne. J'ai envoyé des courriels aux quelques amis que j'avais gardés malgré la désapprobation de Jessica, pour leur faire savoir que je déménageais. Chaque action était un pas loin du désordre qu'elle m'avait laissé, une réappropriation de mon indépendance. Mais même si j'allais de l'avant, la présence de Jessica persistait comme un fantôme. Son avocate a envoyé un autre courriel, plus exigeant que le premier, insistant sur le fait que j'avais des obligations légales et morales concernant l'achat de la maison. Je l'ai transféré à un ami avocat sans répondre. Les mots de son père, je lui avais dit de ne pas faire ça, résonnaient dans mon esprit. Contre quoi, exactement, l'avait-il mise en garde? Rompre, ou la façon dont elle l'avait fait? Il devenait clair que l'image soigneusement construite de Jessica commençait à se fissurer sous la pression. Et je soupçonnais que la révélation de sa liaison avec Ryan n'était pas le seul secret sur le point d'être révélé. Juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas devenir plus dramatiques, ma banque a appelé le lendemain matin. Pas un message automatisé, mais un véritable spécialiste de la prévention de la fraude. Apparemment, quelqu'un avait tenté de retirer la totalité des 22 500 $ de notre compte d'épargne commun pour le mariage à 23h37 la veille au soir. La transaction a été signalée comme suspecte car elle tentait de transférer tous les fonds vers un compte courant privé au seul nom de Jessica. J'ai immédiatement gelé le compte et demandé les enregistrements de toutes les tentatives d'accès récentes. Alors que j'étais encore au téléphone avec le représentant de la banque, mon courriel a sonné avec un nouveau message. Objet, urge concernant les fonds du mariage. C'était de Rebecca Goldstein, l'avocate de Jessica. Monsieur Thompson, ma cliente est préoccupée par les fonds détenus sur le compte d'épargne commun pour votre mariage désormais annulé. Comme elle a effectué plusieurs paiements sur ce compte et payé divers fournisseurs directement, elle estime avoir le droit de réclamer une part importante. J'ai regardé le courriel avec incrédulité. C'était une fabrication complète. J'avais tous les relevés bancaires, tous les registres de dépôt, montrant que 100% de cet argent provenait de mon compte. Jessica n'avait pas contribué un seul centime. Elle avait toujours gardé son argent séparé, prétendant que c'était plus intelligent financièrement pour elle de gérer certaines dépenses directement. Mais maintenant, elle essayait de voler mes économies et de prétendre qu'elles étaient partiellement les siennes. J'ai transféré le courriel à Trevor, dont le beau-frère pratiquait le droit de la famille. Sa réponse a été immédiate, garde tout. Chaque courriel, chaque texto. Prends un avocat hier. Alors je l'ai fait. Cet après-midi-là, j'ai consulté Cheryl Levan, réputée être l'avocate en droit de la famille la plus coriace de Seattle. Ses honoraires n'étaient pas bon marché à 5 000 $, mais dès que j'ai expliqué ma situation et que je lui ai montré les preuves que j'avais rassemblées, elle a accepté l'affaire. Monsieur Thompson, dit-elle avec un sourire qui me rappela un requin, vous avez été remarquablement contenu compte tenu des circonstances.
Mais il est temps de vous protéger. Et mademoiselle Chambers tente clairement de commettre une fraude. Elle a rédigé une lettre de mise en demeure formelle à l'avocate de Jessica le jour même, incluant tous les relevés bancaires prouvant que l'argent était uniquement le mien, ainsi que des captures d'écran de la tentative de retrait non autorisée. Elle m'a également conseillé de couper complètement le contact avec Jessica et de laisser tout passer par les voies légales appropriées. Cette nuit-là, mon téléphone a explosé de notifications. Jessica avait essayé de m'appeler 8 fois de suite. Quand je n'ai pas répondu, elle a commencé à envoyer des textos. Je n'arrive pas à croire que tu aies pris un avocat. Nous devons en parler comme des adultes. Tu es irrationnel. As-tu gelé le compte? J'ai besoin de cet argent pour les frais d'annulation. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Au lieu de cela, j'ai tout envoyé à Cheryl et j'ai bloqué le numéro de Jessica. Le lendemain matin, Kyle a de nouveau appelé. Il avait l'air stressé. Mec, Jessica est arrivée au bureau aujourd'hui absolument furieuse. Elle disait à qui voulait l'entendre que tu essayais de la ruiner, que tu retenais son argent pour les fournisseurs du mariage qui menacent de la poursuivre en justice. C'est intéressant, ai-je répondu calmement. Étant donné que j'ai des registres montrant que j'ai tout payé et qu'elle n'a rien contribué. Ouais, eh bien, il y a plus, a dit Kyle, sa voix baissant. Elle dit aussi aux gens que tu étais contrôlant et c'est pour ça qu'elle a dû mettre fin aux choses soudainement. Que tu surveillais ses dépenses et que tu l'isolais de ses amis. Mon sang se glaça. Elle essayait de me peindre comme l'abuseur alors que c'était elle qui avait contrôlé chaque aspect de notre relation, critiqué mes amis et éloigné ma famille. Kyle, tu me connais depuis des années. Tu crois ça? Bien sûr que non, dit-il rapidement. Mais les gens au travail ne te connaissent pas comme moi. Et Jessica peut être convaincante quand elle le veut. Après avoir raccroché, j'ai transmis cette nouvelle information à Cheryl. Sa réponse a été immédiate, cela change notre approche. Nous avons besoin de témoignages d'amis et de famille sur son comportement, et nous devons répondre à ces fausses accusations avant qu'elles ne se propagent davantage. Les 24 à 48 heures suivantes ont été un tourbillon de préparatifs juridiques. Cheryl m'a fait recueillir des témoignages d'amis sur le comportement contrôlant de Jessica. Mon frère a fourni une déclaration sous serment sur le fait de l'avoir vue avec Ryan. J'ai compilé une chronologie complète de notre relation, incluant chaque signe avant-coureur dont je pouvais me souvenir rétrospectivement, les critiques, les tactiques d'isolement, les manipulations financières. Pendant ce temps, l'avocate de Jessica a envoyé un autre courriel, cette fois avec un ton complètement différent, ma cliente est affligée par l'escalade de ce qu'elle considérait comme une affaire privée. Elle est prête à renoncer à toute réclamation sur le compte joint si vous acceptez de l'aider avec la situation de la maison. Traduction, Jessica s'est rendue compte qu'elle était prise dans un mensonge à propos de l'argent et essayait maintenant de l'utiliser comme levier pour la maison. La réponse de Cheryl était magnifique dans sa simplicité. Mon client possède des documents prouvant la tentative de fraude de mademoiselle Chambers, sa tentative non autorisée d'accéder à des fonds qui étaient manifestement les siens seuls, et sa diffamation subséquente de son caractère auprès de connaissances communes. Nous sommes prêts à poursuivre cette affaire jusqu'à son terme juridique si nécessaire. Il n'y aura aucune négociation concernant la maison, qui n'a jamais été achetée, ni aucun fonds, qui appartiennent uniquement à mon client. C'est là que les choses ont vraiment explosé. J'ai passé cette soirée à emballer davantage de mes affaires, à trier des années de choses accumulées, et à décider ce qui valait la peine d'être emporté à Denver. Le processus était étrangement thérapeutique, évaluer chaque objet, me demandant s'il apportait vraiment de la valeur à ma vie ou s'il était juste quelque chose que j'avais acquis pour plaire à Jessica. La montre chère qu'elle avait insisté pour que j'aie pour les réunions avec les clients? À vendre? Les livres d'art prétentieux que je n'avais jamais vraiment lus? Pile de dons. Ma collection bien-aimée de romans de science-fiction que Jessica avait bannis dans un placard parce qu'ils étaient enfantins? Certainement, ils viennent avec moi à Denver. Pendant que je travaillais, mon téléphone continuait de vibrer avec des messages de numéros inconnus et des amis de Jessica, je suppose, essayant de me culpabiliser pour que je réponde. Je les ai tous ignorés. Cheryl avait été claire, aucun contact sauf par les voies légales. Vers minuit, épuisé mais satisfait des progrès que j'avais faits, j'ai vérifié mes courriels une dernière fois avant de me coucher. Il y avait un message d'une adresse que je ne reconnaissais pas avec l'objet, vous devriez connaître la vérité sur Jessica. Mon doigt a hésité sur le bouton de suppression. Cela pourrait facilement être une autre tactique de manipulation, mais la curiosité l'a emporté.
Le courriel provenait d'une femme nommée Megan qui prétendait être une ancienne collègue de Jessica dans son entreprise précédente. Selon Megan, Jessica avait l'habitude de s'accrocher à des hommes qui réussissaient, de les utiliser pour faire avancer sa carrière ou son statut social, puis de les jeter quand quelqu'un de mieux se présentait. Elle a fait la même chose à son dernier petit ami, un médecin qui lui a acheté une voiture et a payé les rénovations de son appartement, écrivait Megan. Quand il l'a demandé en mariage, elle a soudainement trouvé des raisons de rompre. 2 semaines plus tard, elle sortait avec son patron. Je fixais l'écran, ne sachant que faire de cette information. Était-ce réel ou juste quelqu'un avec une rancune? Je l'ai transféré à Cheryl sans commentaire et je suis finalement allé me coucher, l'esprit tourbillonnant de possibilités. Le lendemain matin a apporté un développement surprenant, un message vocal de Rebecca Goldstein, l'avocate de Jessica, demandant à parler à Cheryl concernant une résolution potentielle. Le ton était nettement différent de ses communications précédentes, moins exigeant, plus conciliant. Quelque chose avait changé. J'ai appelé Cheryl immédiatement pour lui transmettre le message. Un timing intéressant, a-t-elle remarqué. J'allais justement vous appeler. J'ai fait quelques recherches sur Madame Chambers hier soir, et il semble que votre situation ne soit pas unique. Il y a un schéma ici qui pourrait être très pertinent si cela va au tribunal. Le courriel de Megan, ai-je demandé. En partie, mais il y a plus. Disons simplement que votre ex-fiancée a laissé une sacrée traînée d'enchevêtrement financier derrière elle. J'ai un appel prévu avec Madame Goldstein cet après-midi. En attendant, comment avance le déménagement? J'ai souri à son rappel subtil de continuer à avancer avec mes plans, indépendamment du drame juridique. Je progresse. Denver commence à devenir réel. Bien, dit fermement Cheryl. La meilleure des vengeances est de bien vivre, Monsieur Thompson. Souvenez-vous de ça. Alors que je raccrochais, ma sonnette a retenti. Un autre visiteur inattendu. Ces montagnes russes ne montraient aucun signe de ralentissement. Plus tard dans la nuit, vers 22 heures, j'ai reçu un message Facebook d'un compte que je ne reconnaissais pas. Pas de photo de profil, juste un nom, Ryan Mitchell. Nous devrions parler. Je ne veux pas faire partie du jeu auquel elle joue, quel qu'il soit. Mes mains tremblaient en répondant. Parler de quoi? Sa réponse est venue rapidement. De Jessica. Des mensonges qu'elle nous a racontés à tous les deux. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café du centre-ville le lendemain matin. Je suis arrivé en avance, en partie par curiosité, en partie pour inspecter les lieux au cas où ce serait une sorte de piège. Mais à l'heure pile, le type de la photo est entré. Grand, cheveux parfaitement coiffés, une montre chère brillant à son poignet. Le cliché du financier. Il m'a repéré et s'est approché, tendant la main. Mike? Je suis Ryan. Nous avons pris nos cafés et avons trouvé un coin tranquille. Pendant 1 minute, nous nous sommes jaugés maladroitement. Puis il a parlé. Je dois savoir quelque chose d'abord. Quand, exactement, avez-vous rompu avec Jessica? Il y a 4 jours, ai-je dit. Elle m'a envoyé un texto disant que le mariage était annulé. Il a semblé véritablement surpris. Elle m'a dit que vous aviez rompu il y a des mois. Que vous finalisiez juste l'achat de la maison par culpabilité parce que sa famille y avait déjà investi. J'ai senti ce nœud familier se former dans mon estomac. C'est un mensonge. Nous étions fiancés jusqu'au jour où elle a envoyé ce texto. Le mariage était prévu pour juin. Ryan passa la main dans ses cheveux, l'air sincèrement affligé. Bon sang. Nous nous voyons depuis près de 3 mois. Elle m'a dit que son ex était collant et n'acceptait pas la rupture. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas encore poster sur nous sur les réseaux sociaux. 3 mois, ai-je répété, faisant le calcul dans ma tête. Cela couvrait toute notre période de recherche de maison, les sélections finales du lieu, et même la dégustation du gâteau que nous avions fait ensemble. Il y a plus, a dit Ryan, l'air mal à l'aise. Elle m'a dit que tu avais des problèmes. Que tu étais contrôlant, même physiquement intimidant parfois. C'est pour ça qu'elle a dû mettre fin aux choses discrètement. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing. C'est absolument faux. Je n'ai jamais levé la main sur elle, je n'ai même jamais élevé la voix. Demandez à n'importe qui me connaît. Ryan a hoché la tête lentement. Je vous crois. Les choses ne collaient pas ces derniers temps. La semaine dernière,
elle m'a dit qu'elle avait besoin de 15 000 $ pour une opportunité d'investissement, elle s'est vraiment énervée quand j'ai hésité. Puis hier, elle a appelé, en pleurant, disant que son ex-vengeur essayait de la ruiner financièrement et professionnellement. Il a eu un rire sans joie. Je suppose que c'est vous. Mon avocate a envoyé une mise en demeure après qu'elle ait essayé de vider notre compte joint et qu'elle ait ensuite menti sur sa contribution, ai-je expliqué. Nous avons parlé pendant près de 2 heures, comparant les histoires, les chronologies, les mensonges qu'elle nous avait racontés à chacun. Le tableau qui s'est dessiné était pire que ce que j'avais imaginé. Jessica n'avait pas seulement trompé, elle avait mené une double vie complète, nous manipulant tous les deux pour un gain financier. Elle a dit à Ryan que j'étais violent pour expliquer pourquoi elle était parfois indisponible. Quand elle était avec moi, elle me disait qu'elle était à des événements professionnels alors qu'elle était avec lui. Elle m'avait poussé à acheter une maison que je ne pouvais pas me permettre tout en le pressant simultanément d'investir dans ses idées d'affaires. Alors que nous étions sur le point de partir, Ryan a hésité. Il y a une dernière chose que vous devriez savoir. Le mois dernier, elle a commencé à parler d'être enceinte. Mon sang se glaça. Enceinte? Ouais. Mais quand j'ai commencé à poser des questions sur les rendez-vous chez le médecin et les délais, elle a fait marche arrière, disant qu'il était trop tôt pour en être sûr. J'ai trouvé ça étrange. Je l'ai remercié de m'avoir rencontré, d'avoir été honnête. Alors que nous nous levions pour partir, il m'a regardé dans les yeux et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Nous l'avons tous les deux échappé belle, mec. Mais tu as été le courageux qui a réellement dénoncé son bluff. Armé de ces nouvelles informations, j'ai de nouveau rencontré Cheryl. Elle m'a conseillé de tout documenter de ma conversation avec Ryan, en particulier les fausses allégations de violence, qui étaient particulièrement graves. Nous avons assez pour intenter un procès en diffamation, a-t-elle dit. Mais d'abord, voyons comment ils répondent à notre position initiale. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Ce soir-là, j'ai reçu un autre appel de Kyle. Il avait l'air paniqué. Mec, le truc le plus fou vient de se passer au travail. Jessica a reçu un appel alors que nous étions en réunion, et elle est sortie en courant comme si elle avait vu un fantôme. 20 minutes plus tard, elle est revenue, a rangé son bureau et est partie. Son patron dit qu'elle prend un congé personnel, avec effet immédiat. Que as-tu fait? Je lui ai parlé de ma rencontre avec Ryan, de la comparaison de nos notes sur ses mensonges. Kyle était stupéfait et silencieux. Putain. Alors, le gars t'a vraiment contacté? C'est, waouh. Il y a plus, ai-je dit, et j'ai expliqué les allégations de grossesse, les accusations de violence, tout. Merde, a chuchoté Kyle. Je savais qu'elle pouvait être manipulatrice, mais là, c'est un autre niveau. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Mike? C'est Rebecca Goldstein, l'avocate de Jessica. Je dois vous parler directement. J'ai immédiatement répondu que toute communication devait passer par mon avocate, mais elle m'a interrompu. Je ne représente plus Madame Chambers. J'ai démissionné de son dossier ce matin après avoir découvert que ma cliente avait fourni des informations matériellement fausses. Je ne peux pas et ne serai pas partie prenante à la fraude ou à la diffamation. J'étais sans voix. Sa propre avocate l'avait lâché. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un courriel de l'adresse professionnelle de Jessica. L'objet disait simplement « S'il te plaît ». Contre l'avis de Cheryl, je l'ai ouvert. Mike, je sais que j'ai commis de terribles erreurs. Je vois un thérapeute maintenant et je prends des médicaments pour mes problèmes. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Ryan m'a dit que vous vous étiez rencontrés. Je sais ce que ça a l'air, mais ce n'était pas comme ça. J'étais confuse et j'avais peur pour notre avenir. S'il te plaît, n'intente aucune action en justice. Mes parents sont dévastés. Mon travail est en jeu. Je ferai n'importe quoi pour arranger ça. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je l'ai transféré à Cheryl avec la note, je pense qu'elle commence enfin à réaliser que les actions ont des conséquences. La communication finale est arrivée une semaine plus tard. Pas de Jessica, mais de son père. Il m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer dans un petit parc près de mon appartement. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Monsieur Chambers avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 2 semaines. L'homme d'affaires confiant avait disparu, remplacé par un père inquiet avec des cernes sous les yeux. Mike,
commença-t-il, la voix rauque, je vous dois des excuses. De grosses excuses. Jessica, elle n'est pas bien. On lui a diagnostiqué des problèmes graves. Ce n'est pas une excuse pour ce qu'elle vous a fait. Mais je veux que vous sachiez que la personne que vous pensiez connaître, à bien des égards, elle n'était pas réelle. Il a expliqué que Jessica luttait contre des problèmes de santé mentale depuis l'université mais avait toujours refusé de se faire soigner. L'image parfaite qu'elle projetait était une façade qui exigeait des efforts croissants pour être maintenue. Nous l'avons convaincue d'entrer dans un programme de traitement résidentiel, a-t-il dit. C'est la seule façon d'avancer. Mais avant de partir, elle m'a demandé de vous donner ceci. Il m'a tendu une enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de 22 500 $, le montant exact du fonds pour le mariage accompagné d'une note manuscrite qui disait simplement « Je suis désolé pour la douleur que j'ai causée. Tu méritais mieux. » Nous nous sommes quittés avec une poignée de main maladroite qui s'est transformée en une brève étreinte. Alors qu'il s'éloignait, il s'est retourné une fois. Au fait, félicitations pour le poste à Denver. Un nouveau départ semble être exactement ce dont vous avez besoin.